Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup à ajouter à ce qui vient déjà d'être dit, mais en préambule, j'ai relevé, Luc, qu'au cours de ces 2 journées, vous avez choisi de traiter ce sujet dans toutes ses dimensions, modèle économique, décarbonation, dilemme de la fin de vie, présence dans les territoires, place du numérique, poids de l'immobilier, enfin, enjeux politiques et sociaux. Quand j'égrène tout ça, ça paraît extrêmement ambitieux, mais je trouve que c'est très pertinent d'appréhender globalement toutes ces dimensions parce que chacune compte et il faut les penser globalement et pas séparément. Un peu en écho de ce qui a été dit lors de la table ronde précédente, moi je mesure qu'aux yeux de l'opinion, on sait à quel point la gestion de certains établissements a pu connaître des dérives et on sait que la plupart n'ont pas bonne presse. Et j'ajoute immédiatement injustement, souvent injustement. Tu l'as dit, Luc, c'est un ancien gestionnaire d'EHPAD qui le dit. J'ai fondé un groupe mutualiste qui gère plus de 160 établissements, plus de 160 EHPAD qui accueille plus de 10 000 résidents hébergés. Mais à mon sens, les critiques, elles ne doivent pas masquer le fait que les EHPAD sont une solution incontournable pour les plus fragiles d'entre nous, un véritable atout territorial. 7 500 établissements environ sur l'ensemble du territoire, ça signifie de manière très concrète que plus des 2/3 des Français vivent à moins de 5 km d'un EHPAD. Alors, moi je voudrais dire à ce stade, en ayant entendu les propos précédents et notamment ceux de l'ancien Premier ministre, qu'en dépit du quasi-unanimisme des discours et des déclarations d'intention, il me semble que la question du grand âge et de la dépendance est un fait social total, toujours sous-estimé par nos sociétés et les pouvoirs publics. Sous-estimé probablement parce que les résidents en EHPAD ne représentent, et il faut s'en réjouir, qu'une toute petite fraction des plus de 80 ans. L'immense majorité de nos aînés parviennent à vivre à domicile et à s'assurer un degré suffisant d'autonomie, notamment par l'aide à domicile, que cette aide à domicile soit familiale ou rémunérée. Sous-estimée parce que les maisons de retraite, comme on disait, nous renvoient bien évidemment à la perspective de la mort et de la déchéance physique et psychique, ce que peu d'entre nous souhaitent regarder en face en imaginant que le maintien à domicile serait toujours possible. Cette difficulté à regarder la fin de vie en face, c'est, je crois, une faiblesse humaine qui fait partie d'une équation politique, sociale et financière très complexe. Ça a des conséquences. J'observe que, contrairement au monde du handicap, aucun grand mouvement structuré parmi la population ne porte la question du grand âge, qui, à bien des égards, reste une zone aveugle, à la fois sur le plan personnel et collectif. Sous-estimé enfin, et ça a été évoqué, parce que si la bonne nouvelle de l'augmentation de l'espérance de vie est réjouissante, l'augmentation des coûts de santé publique liés au vieillissement de la société est plus inquiétante, tant qu'un financement pérenne à la hauteur des enjeux n'a pas été mis en place, malgré la création en 2021 d'une 5e branche de la sécurité sociale portée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mais 5e branche qui n'apporte pas de recettes supplémentaires suffisantes
Et ça a été dit dans un contexte général de comptes publics qui ne présente pas le meilleur visage. Alors nous savons, et vous savez bien sûr, que près des 2/3 des EHPAD connaissent actuellement des déficits. Le Covid est passé par là, dû à une baisse du taux d'occupation, liée aussi à des charges salariales en hausse et à l'inflation touchant l'énergie et l'alimentation. Ceci, malgré le soutien financier de l'État et des départements. Dans les faits, le secteur est structurellement financé. Pour répondre à ton interrogation, Luc, à tes interrogations, le candidat à la présidence de la République a posé un certain nombre de termes du débat sur lequel il faudrait se faire une conviction. Eh bien, moi, il y a un sujet sur lequel j'ai une conviction. Je sais qu'elle fait débat. Le dirigeant mutualiste que j'étais n'en démord pas. Les coûts actuels et surtout à venir sont tels que la solidarité nationale n'y suffira pas. Et c'est un militant de la solidarité nationale qui le dit devant vous. J'ai la conviction qu'un financement complémentaire est inévitable, à condition qu'il s'inscrive sur le long terme et soit équitable. Dans mes responsabilités précédentes, j'avais formulé des propositions dans ce sens. Ce n'est pas le lieu de le faire ici, mais je crois à la nécessité d'un financement complémentaire. Car le défi est colossal. Il l'est pour nous, la France, mais aussi pour l'Europe. Et dans ce changement de société, vous le savez mieux que quiconque, 2 grands défis s'ouvrent à nous. La décennie 2020-2030 verra l'explosion des 75-85 ans. Au nombre d'un peu plus de 4 millions de personnes en 2020, cette classe d'âge en comptera un peu plus de 6 millions en 2030. Pourtant, ces personnes âgées souhaitent largement continuer à vivre à domicile, ouvrant le défi de l'adaptation de la société au vieillissement, pour ne pas paraphraser le projet de loi de 2015. Et la décennie suivante, tout particulièrement, mobilisera les EHPAD, puisqu'elle verra une augmentation de plus de 58% des plus de 85 ans. On le sait, il s'agit d'un public particulièrement touché par la perte d'autonomie. Si, mon cher Luc, j'ai accepté avec plaisir d'être présent aujourd'hui au titre de la société civile, c'est parce que le défi est immense et nous concerne toutes et tous. En premier lieu, naturellement, politiques et acteurs de la santé, du sanitaire et du médico-social. Mais j'ajoute que ce défi concerne aussi les associations, les entreprises, les salariés, les familles. Et aussi longtemps que les associations, les entreprises, les salariés, les familles, l'ensemble des parties prenantes ne s'en empareront pas pleinement, il sera difficile de faire véritablement avancer ce sujet. Alors, depuis le CESE, nous considérons que se pose naturellement la question de la prévention de la perte d'autonomie et la question du financement, donc en grande partie du financement des EHPAD et du maintien à domicile qui fait figure d'arlésienne. Ce défi n'a pas échappé à la sagacité de notre Assemblée. Et d'ailleurs, puisque tu m'as tendu la perche, Luc, je rappelle pour les plus distraits que le CESE est la 3e chambre constitutionnelle de notre République, à statut consultatif chargé d'éclairer la construction des politiques publiques. Son assemblée regroupe 175 membres représentant plus de 80 organisations de la société civile, syndicats, patrons, associations, ONG, fondations. Vous avez peut-être profité d'un coup de projecteur sur notre institution la semaine dernière. Dans un premier avis d'avril 2023, rapporté par Michel Chassan, qui est présente avec moi, nous avions traité de la prévention de la perte d'autonomie, en insistant sur la sensibilisation à la place des personnes âgées et la lutte contre l'agisme, en insistant sur la prévention dès l'âge de 55 ans, en aidant à l'adaptation des logements, en valorisant les métiers de l'accompagnement et en soutenant les aidants familiaux. En mars de cette année,
Nous avons complété nos réflexions par un avis très fouillé sur le financement global de la perte d'autonomie, rapporté par Martine Vigneault, qui est présente également ce matin, sujet pour le moins épineux. Pour ce faire, je disais qu'il faut associer, me semble-t-il, l'ensemble de la société, l'ensemble des parties prenantes à ce sujet. Pour ce faire, nous avons associé à notre travail un panel de citoyennes et de citoyens tirés au sort pour assurer une co-construction du diagnostic et des préconisations, permettant d'aboutir, c'est notre objectif, à plus d'acceptabilité et plus de lisibilité. Nous recourons de plus en plus souvent à cette forme de démocratie participative dans nos travaux, celle-ci étant loin de se limiter aux conventions citoyennes que nous avons déjà pu organiser, comme celle sur le climat et sur la fin de vie. La philosophie de cet avis est claire. Garantir des droits pour toutes et tous, remédier aux inégalités territoriales, réduire au minimum le reste à charge pour les familles et les personnes âgées. Nous proposons, ça a été dit lors de la table ronde précédente, d'établir une loi de programmation pluriannuelle relative à la perte d'autonomie pour assurer une pérennité et une lisibilité suffisante au financement de ce nouveau risque, surtout en période de fortes contraintes budgétaires. Il est nécessaire, selon nous, de trouver des ressources supplémentaires plus larges que celles assises sur les revenus du travail. Nous proposons d'assurer les financements nécessaires à l'amélioration des formations, des qualifications, des conditions de travail de ce secteur professionnel qui souffre de sa pénibilité et de son manque d'attractivité. Nous proposons d'harmoniser les coûts des prestations sociales liées à la 5e branche et de fixer un plafond tarifaire pour l'hébergement en EHPAD, mais aussi de créer un véritable statut de l'aidant, incluant un congé ouvrant des droits dans la carrière professionnelle et l'assurance vieillesse. Le nombre d'aidants est estimé aujourd'hui entre 9 et 11 millions de personnes, dont 500 000 mineurs. Les 2/3 sont en activité professionnelle et près de 60% sont des femmes qui peuvent être également chargées de famille. Depuis mes responsabilités antérieures et là d'où je suis aujourd'hui, il y a un point que je veux relever. J'observe que le secteur est également partagé sur une question que je crois fondamentale pour l'avenir, celui de la double tutelle et donc du double financement qui en découle. Pour faire simple, l'accompagnement financé par les départements, le soin financé par l'État à travers les ARS, avec pour conséquence la nécessité de faire converger les deux tutelles, par exemple pour tout projet d'investissement, ce qui se révèle le plus souvent, me dites-vous, un parcours du combattant. C'est un vrai sujet. Le dilemme n'est posé. D'un côté, les partisans de la décentralisation en faveur des départements, les exécutifs locaux qui souhaitent renforcer leur rôle, de l'autre, les partisans d'un renforcement des liens entre le système de santé et les EHPAD. Je pense que la question est centrale. Je pense qu'elle ne manquera pas d'animer une très prochaine, mais également très incertaine loi grand âge. Moi, je veux simplement rappeler ici que l'endroit où avait été évoquée pour la première fois une loi grand âge ambitieuse, c'était au Congrès de la Mutualité française en 2018 à Montpellier, où j'avais accueilli le président de la République. 2018. Nous sommes en 2024. Depuis, beaucoup a été dit. Il est grand temps de changer d'échelle. Pour conclure, sur une note plus personnelle, je ne peux m'empêcher de repenser à cette période de ma présidence de la Fédération nationale de la Mutualité française et de la présidence du groupe Vive que j'avais fondé. J'ai la faiblesse de croire qu'avec d'autres, nous avons alors été précurseurs d'un nouveau modèle d'EHPAD en nous appuyant sur le dispositif d'appui renforcé de soutien au domicile, DRAD, tel que prévu dans le projet de loi de financement pour la sécurité sociale de 2020.
L'objectif général de notre expérimentation était de proposer une solution aux personnes âgées en situation de perte d'autonomie qui souhaitent rester à domicile et pour lesquelles un accompagnement à domicile classique n'est plus suffisant et qui seraient de prime abord orientés vers une entrée en institution. Cette ouverture de l'EHPAD sur son territoire me paraissait indispensable, pouvant profiter autant aux résidents qu'aux personnes extérieures. Cette expérimentation de décloisonnement entre le domicile et l'EHPAD, nous l'avons portée sur 23 sites avec 2 autres acteurs qui, je crois, sont aujourd'hui dans la salle, la Croix-Rouge française et le groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. J'ai ainsi, je le dis, été particulièrement fier de voir que la loi de finances de la sécurité sociale de l'année suivante, en 2022, consacrait la possibilité pour les EHPAD volontaires de se constituer en centre de ressources territoriales, structure désignée pour faciliter le parcours de santé des personnes âgées, avec une double mission: appui aux professionnels du territoire et accompagnement renforcé à domicile. Jean-Marc Borello a évoqué cette perspective juste avant moi. Aujourd'hui, je sais que dans notre pays, plus de 130 EHPAD sont constitués en centres de ressources territoriales et plus de 6 500 personnes sont accompagnées. De telles initiatives, je suis persuadé qu'il en existe de nombreuses autres, que de nombreuses sont à venir, que ces assises permettront de mettre en relation les acteurs pertinents et de stimuler les imaginations, et que des initiatives de ce type contribueront également à assurer l'avenir de nos EHPAD, indispensable pour nos concitoyens en perte d'autonomie. Merci de votre invitation. Merci de ton invitation, mon cher Luc.